Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Graouli à moi, votre rendez-vous estival qui offre la possibilité aux fans du FC Metz de parler de leur passion. Un véritable passionné nous attend d'ailleurs aujourd'hui. Avec lui, on va évoquer notamment la double accession des années 2010, mais aussi l'exemplaire capitaine Sylvain Castenduch. Mon Graouli à moi avec Jean-Pierre Georges. Ça commence tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Georges. Bonjour Patrick. Bienvenue à la maison, j'ai envie de dire, puisque nous sommes à l'intérieur de la tribune sud. Vous connaissez bien cet endroit à l'extérieur et à l'intérieur, puisque vous êtes membre du Cercle des Parèges. Oui. Pour que les téléspectateurs puissent un petit peu avoir des éléments vous concernant, on va dérouler un petit peu votre CV. Je vous ai préparé une petite présentation. Vous aurez le droit de sortir un petit mouchoir ou d'applaudir. Ce sera en fonction de ce que vous ressentirez. Jean-Pierre, votre bonhomie ne dit rien du feu sacré qui brûle en vous et de votre sens très marqué de l'engagement. Gamin des Vosges, vous auriez pu devenir agriculteur comme vos parents, mais c'est au sein d'EDF que vous bâtirez votre carrière, dernièrement en tant que responsable de l'ancrage territorial et industriel à l'échelle du Grand Est. Une carrière qui s'est arrêtée il y a peu pour le jeune retraité de 62 ans que vous êtes, mais pas question pour autant de renoncer à votre autre casquette, celle d'un fédérateur au service de l'entreprise et de cette région que vous chérissez tant. De 2016 à l'année dernière, vous avez présidé Entreprendre en Lorraine-Nord. Vous dirigez depuis 2018 Réagir, une entité qui regroupe 34 réseaux d'entreprises et près de 8000 sociétés dans le Nord-Est. Vous avez également été pendant 8 ans président des ambassadeurs du FC Metz, l'un des grands amours de votre vie, le FC Metz. Seul, on est invisible, ensemble, on est invincible. Aimez-vous à répéter tel un bon capitaine. Rassurez-vous, Jean-Pierre, même tout seul, on voit très bien la passion qui vous dévore et votre sens du partage. J'ai sorti les violons. Ah ben merci Patrick, je suis même étonné parce que quand on a fini de lire votre exposé, on ne sait plus qui je suis et comment je m'appelle. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et non, merci quand même. Je vous ai fait quelques câlins, Jean-Pierre, et je redeviens sérieux un instant. J'ai toujours aimé les câlins. Ah ben voilà, ça va très bien alors. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux, impliqué effectivement dans ce mouvement entrepreneurial depuis de nombreuses années maintenant. Oui, j'y crois beaucoup et moi je dis toujours, on ne veut pas demander aux autres ce qu'on ne peut pas donner soi-même et j'ai toujours effectivement eu cet engagement envers les autres et envers le monde de l'entreprise dans les différents métiers que j'ai exercés parce que je pense effectivement que c'est sur les territoires, c'est au travers des circuits courts, d'ailleurs les circuits courts de l'amitié c'est important aussi, qu'on peut développer des relations durables et des relations qui sont pérennes dans le temps et qui sont tout à fait extraordinaires. Et quand on arrive, comme moi, à un score de tennis, puisque je suis à 6-2, bientôt 6-3, je dirais qu'on est de plus en plus sensible au câlin. Jean-Pierre, Réagir, cette fédération de réseaux d'entreprises, dites-nous en quelques mots à quoi ça sert. Pardon de poser la question de manière très terre-à-terre. Oui, c'était un petit peu une conséquence de la loi NOTRe quand les grandes régions se sont faites, qui donnait la compétence économique aux grandes régions et aux communautés de communes et d'agglomérations, et plus les départements. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé dès 2016 à créer ce mouvement quand j'étais président de LN, puisque je considère que l'économie, elle doit partir des territoires, elle ne doit pas partir d'en haut des métropoles. Alors bien évidemment, quand vous avez des grands centres économiques, c'est beaucoup plus facile, mais il est important, et on l'a vu pendant la pandémie, de développer les circuits courts et de garder des économies de proximité. Et puis réunir, entreprendre, agir en interréseau, je crois que ça suffit la définition de l'appellation pour dire exactement ce qu'on fait au travers de ce réseau. Et en même temps aussi, je me suis investi dans Moselle Attractivité, puisqu'on a développé la marque MOSL aujourd'hui qui est devenue un incontournable. Et je dirais que si on fait un rapprochement avec le football, nous sommes devenus la Moselle une terre grenat. Bon, écoutez, vous me faites une passe en profondeur. Je crois que c'est le moment de parler de votre sang grenat, celui qui coule dans vos veines. C'est notre rubrique sang grenat. On va un petit peu se remémorer, faire plus exactement un retour en arrière et comme ça évoquer votre première émotion avec le FC Metz. Je crois savoir, Jean-Pierre, que ça commence
avant même le FC Metz, par le football dans un premier temps, par les années 70. Oui, c'est les années un petit peu où je commence à aller au collège, les années un peu d'insouciance, même si on sort de 68, on a la crise de 73. Quand on se retrouve au collège et qu'on sort d'une petite école dans une commune rurale, on se fait des amis, on commence à pratiquer du sport, le cyclisme, le football, et puis on s'intéresse à l'actualité. Alors c'est vrai que chez moi, j'entendais plus parler du général de Gaulle ou de Pompidou, j'entendais très peu parler du foot, et donc ma passion a démarré là, et je dirais que c'était la télé en noir et blanc, on commençait à regarder les matchs, donc j'allais au match à Saint-Dié, qui après est monté en deuxième division, qui a quand même fait 8 années, avec un gardien volant qu'on appelait Eugène Batman. Tout ça, c'est des images qui me sont restées, et puis je commençais à lire les journaux, parce que je m'intéressais déjà à la politique, à l'économie à 13-14 ans, et puis j'aimais bien le foot. Et le FC Metz, rapidement. Alors, dans mes différentes passions, je ne vais pas citer tous les clubs où j'ai pu faire dans les années 70-80, parce qu'après, on passe du collège au lycée, à l'université, donc forcément, on grandit et puis on se développe sur le territoire, on va voir ailleurs. Mais mes premières rencontres avec le FC Metz dans les années 70-75, je dirais, si mes souvenirs sont exacts, c'est le tandem Braun-Curioni. Les artilleurs. Les artilleurs. Alors, pas trop de spoil, Jean-Pierre, parce qu'on en parle un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. C'est votre première émotion. Et puis, le foot à l'époque, c'était aussi l'Ajax d'Amsterdam, le foot total tourné vers l'attaque, tous en attaque, tous en défense, par rapport à la Juventus qui développait le Catenaccio. Donc je me rappelle de cette période-là. Et c'était un football assez magique, et qui en plus, je me rappelle d'injustice, quoi. La finale de 74 entre les Pays-Bas, j'admirais Johan Cruyff et l'Allemagne. En 76, Saint-Étienne qui fait un parcours absolument exceptionnel, les poteaux carrés. Donc ça a été vraiment aussi une période heureuse de découvrir du foot, mais aussi, 78, allez, je vais faire un clin d'œil pour nos amis de Nancy, me semble-t-il, ils gagnent une Coupe de France. Sur un malentendu. Oui, voilà. But de Platini contre l'OGC Nice, donc la salade niçoise, visiblement, était bien passée à Nancy, chez nos amis. Très bien. Et alors, je crois que vous allez un petit peu plus vous connecter, si je puis dire, avec le FC Metz, dès lors que, pour des raisons professionnelles, vous vous installez ici, au cœur des années 80. 85, évidemment, 85, une des périodes fastes de l'histoire du FC Metz. Et puis j'ai eu une explosion en moi de plaisir en 84, si je me souviens bien. Fin d'année 84, ça devait être au mois d'octobre, j'ai plus la date exacte en mémoire, mais ce fameux match qui reste dans les esprits où Metz s'impose à Barcelone. Donc là, j'étais encore à Strasbourg, imaginez, et là j'ai eu une sorte de révélation qu'il fallait que je vienne en Moselle. Et c'est comme ça que je suis arrivé, effectivement. Alors vous allez dire, sortir de l'agriculture pour venir en nucléaire, ben oui, parce que c'est une énergie propre. Parce que vous travailliez du côté de Cattenom à cette époque-là. Absolument, absolument. Donc je suis arrivé à Cattenom, et puis bon, j'avais des enfants bas âge, je ne pouvais pas forcément venir toujours au stade, j'y suis venu un peu plus tard. Mais c'est là que ma passion est vraiment née, parce que le triplet de Tony Kurbos, je 3 buts et demi, hein, parce 3 buts et demi, oui. Il y a un contre son camp sur un centre de Tony Kurbos. C'était ou Bernat, je ne sais plus à l'époque. Je crois que c'est Kurbos, sans trop dire de bêtises. Votre mémoire est sûrement meilleure que la mienne, ça je n'en doute pas. Mais ça reste des souvenirs qui sont tellement d'actualité aujourd'hui, qui fait que le FC Metz, c'est quand même un club très particulier, je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Et donc ça nous renvoie au début des années 90, le moment où vous vivez pour la première fois l'expérience Saint-Symphorien, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est dans mes souvenirs sont plus exacts des premiers matchs que j'ai vus ici, mais ça devait être la saison 91-92. Je calcule par rapport à l'âge de mes enfants et certaines difficultés que j'avais rencontrées dans la vie à l'époque. Et je suis ma compagne de l'époque, Laurence, qui est devenue mon épouse, m'a dit va au stade, va t'aérer. Ce que j'ai fait, et c'est là qu'est né vraiment, parce que le stade Saint-Symphorien, la particularité, c'est qu'on est vraiment près des joueurs. Ouais. Il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas dans tous les stades. Bien sûr. Et on sent vraiment la région derrière. Bon, c'est resté, alors il y a des périodes de l'histoire qui sont un peu différentes, mais j'ai vraiment découvert ici des choses que je n'ai pas découvert ailleurs. Et là, ça match entre ce club et vous, parce que vous considérez que c'est le porte-étendard un petit peu du territoire aussi, avec ses difficultés. Alors, début des années 90, peut-être un peu moins qu'au cœur des années 80, avec le déclin effectivement de la sidérurgie. Mais
Voilà, c'est le prolongement de la région, ça rend fière la région, le FCMS. On parle du FCMS dans la rue, dans les commerces. Oui, quand j'arrive, et puis le Solac, au moment où il y a les restructurations et tout, malgré ça, il y a la volonté de ne pas renoncer, de toujours continuer. Et ça, on le verra après dans quelques exemples peut-être, si vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Mais c'est un peu l'ADN de ce club, quoi, de jamais renoncer, une forme de résilience qui fait vraiment la force. Et puis le côté frontalier aussi, parce que je pense que autour de la Moselle, dans les pays frontaliers aussi, le grenat est quelque chose qui est bien apprécié. Au Luxembourg notamment. En Lorraine Nord. Oui, mais même si vous allez en Sarre, si vous allez... même nos amis belges, le FCMS, c'est quand même un club historique. Alors c'est vrai, avec un président qui est resté très longtemps. Et pour vous dire aussi, moi, quand je suis arrivé ici, je croyais que le premier président du club s'appelait Molinari. Mais avant, quand je suis arrivé dans le Nord mosellan, on me parlait du président Herlori. Alors j'ai fouillé mes fiches, qui était le prédécesseur à Carlo. Mais bon, entre M. Herlori et Molinari, il pouvait y avoir effectivement Mais il y avait des confusions, et notamment chez les anciens de l'époque, parce qu'ils étaient baignés FCMS. Alors, il faut préciser aussi que vous avez été donc président des ambassadeurs du FCMS pendant 8 ans. Pendant 8 ans, de 2011 à 2019. Très exactement. Ça tombe bien, mon cher Jean-Pierre. J'ai un petit message à vous faire écouter, si bien évidemment je le retrouve. Bonsoir à tous. Je vous le fais découvrir. Là, je suis un peu loin de vous. Là, vous êtes sur Metz et moi, là, en ce moment, je suis sur Abu Dhabi. Alors, Jean-Pierre, je l'ai connu grâce aux ambassadeurs. C'est lui qui m'a accueilli aux ambassadeurs. Il a un don extraordinaire, c'est le don d'animation. Il est capable d'animer la réunion des ambassadeurs pendant des heures. Et ça, c'est assez extraordinaire, avec toujours un mot sympa pour chacun d'entre nous. Et c'est quelqu'un qui est très passionné du club, du FCMS, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, ça c'est sûr. Par contre, Patrick, je te souhaite bon courage pour l'animation de ton émission, parce que je pense que Jean-Pierre est capable de prendre le relais juste derrière toi. Pour l'instant, Jean-Pierre, vous êtes plutôt discipliné. Hein. Ça va, mais j'aurais rêvé de faire votre métier, Patrick. Journaliste, ça m'aurait beaucoup plu, mais bon. Générosité, on l'a senti, la passion, bien évidemment. Je fais référence évidemment à ce message de Jean-Marc Chéry, qui a pris donc votre succession à la tête des ambassadeurs du FCMS. Là aussi, concrètement, le rôle de cette association, c'est quoi? C'est valoriser l'image du FCMS auprès de qui, comment? Déjà, je voudrais remercier Jean-Marc, parce que j'étais très heureux qu'il me succède, Jean-Marc Chéry, qui développe beaucoup d'activités à l'international, et notamment d'Abu Dhabi. Quelle surprise, Patrick. Je m'attends. Oui, on voyage, je ne m'y attendais pas. Les ambassadeurs, c'est une idée du président Serin à l'époque, qui avait voulu, dans les années 2000, un peu avant, je pense, 2007-2008, puisque le club est né, me semble-t-il, en 2009, avec le président fondateur Gilles Becker, avait voulu mettre en place des ambassadeurs économiques et sportifs dans tous les cantons de la Moselle. Donc cette démarche a été un peu difficile à mettre en œuvre dans tous les cantons, et notamment avec les ambassadeurs sportifs. Par contre, on a développé avec les ambassadeurs économiques. L'objectif du club des ambassadeurs, c'est effectivement de promouvoir l'image du FCMS auprès des acteurs du monde économique, mais aussi des institutionnels. Pendant ma période, et ce que Jean-Marc continue à faire, et ce que Gilles faisait précédemment, on s'est vraiment attaché à faire ça. On est une association, bien évidemment, de bénévoles, de gens qui sont ou dans l'industrie, dans le commerce, les services, qui sont des acteurs économiques du territoire. Je pense notamment, et je voudrais adresser un clin d'œil à Coco, Coco Canfer et son musée à Sarrebourg, parce que ça illustre parfaitement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire le FCMS partout présent sur les territoires. Et Coco est un garçon passionné. Donc on peut avoir aussi des anciens joueurs. Je pense à Thierry Poc, qui fait partie des ambassadeurs. Je pense aussi peut-être à Nico Braun ou à d'autres. Et également des chefs d'entreprise qui sont dans cette association. Donc il y a à peu près 25 membres. Et on essaye de promouvoir le FCMS. Et on a un point commun, c'est qu'on est tous des passionnés du FCMS. Je dirais même des passionnés sans limite. Ambassadeur, vous le restez, même si vous n'êtes plus à la présidence, effectivement. Oui. Et est-ce que vous continuez
Jean-Pierre, de venir au stade? Parce que là, on a retracé un petit peu le fil de cette histoire d'amour entre vous et le FC Metz, ou le FC Metz et vous. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore? Je crois que vous venez un petit peu moins depuis un certain temps. Je viens un petit peu moins. Alors, il est vrai que moi, la pandémie a été un peu aussi dans ma vie personnelle, parce que c'était un moment où je décélérais un peu dans mes activités professionnelles. Ça a été un petit coup d'arrêt. J'ai perdu peut-être un peu, à certains moments, peut-être le feu sacré, mais il sommeille toujours en moi et il se réveille à certains moments. Vous savez, quand on commence à avoir mon âge, on ne s'attache pas à faire des performances dans la durée, mais on essaye de faire encore quelques bons coups. Donc j'ai essayé de passer la main au moment où il était encore temps. 69 moins 10, 59, c'est l'âge que j'avais. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé. Puis je pense que 8 ans, on avait prévu à l'origine des présidences tournantes où on devait faire 2 ans. Je pense qu'avoir multiplié le score par 4, c'était déjà bien. Et comme l'a dit Jean-Marc, je devenais trop long. Peut-être au risque d'être trop lourd, comme vous le voyez dans l'animation de mes réunions des ambassadeurs. Mais je sais qu'il l'a dit avec beaucoup d'amitié, donc je fais un clin d'œil par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc. Vous n'êtes pas trop long, c'est un plaisir de vous écouter, mon cher Jean-Pierre. On va passer maintenant à vos coups de cœur. Voilà, je vous ai demandé de me parler d'un joueur en particulier qui vous a marqué dans cette extrêmement longue, intense, riche, folle histoire du FC Metz. Alors on a compris, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Eh ben, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du FC Metz, c'est Nico Braun. Oui, alors je ne vais pas vous parler pendant 107 ans des 107 buts de Nico Braun, mais c'est quand même quelque chose qui est historique et emblématique pour le FC Metz et la région, qui de plus est un buteur luxembourgeois. Donc vous imaginez quand même toute la portée que ça peut avoir en termes d'image, de retombées. Et Nico, ce que j'apprécie beaucoup chez Nico Braun, je parlais tout à l'heure de la durée, et la durée des sentiments chez lui, elle est vraiment forte, quoi. En tant que joueur, après, quand vous voyez aujourd'hui un soir de descente, Nico Braun avec les larmes, et c'est sincère, et puis un soir de montée, puisque ces années, on les a vécues quand même, on a fait un petit peu l'ascenseur, et vous voyez Nico, ce qu'il ressent intérieurement, vous partagez cette émotion-là, vous ne pouvez pas y échapper. Alors ça n'empêche qu'il y a eu énormément de joueurs à Metz aussi qui ont un comportement particulier, qui ont été d'excellents joueurs, avec un savoir-être absolument incroyable. Mais c'est votre Madeleine de Proust, oui, quoi. Ça renvoie aussi à une certaine époque, à une certaine... Voilà, une forme d'insouciance qu'on a beaucoup moins aujourd'hui dans le foot, et je crois qu'il faudrait faire aussi un peu d'histoire et montrer aux jeunes aujourd'hui, parce que souvent ils ne connaissent pas les anciens joueurs, mais c'est quand même eux qui ont tracé la voie. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Pierre, quand même, je fais référence aux célébrations autour des 90 ans du club qui ont eu lieu l'an dernier, que le FC Metz a quand même fait du chemin de ce point de vue-là, sur l'aspect mémoriel. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est formidable. Les 90 ans du FC Metz, cette année, les 90 ans de Carlo Molinari, qui est aussi emblématique. Même s'il y a eu des hauts débats, des périodes difficiles, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque part aujourd'hui dans le souvenir des gens de 7 à 77 ans, et même au-delà, je prends des formules, c'est 90 minutes de bonheur le soir de la montée il y a quelques jours, mais c'est aussi 90 années de bonheur, quelque part. Bon, même si dans l'histoire du FC Metz, tout n'a pas été facile, dans ces moments-là, on retient aussi ce qui a été important, ce qui a été partagé. Parce que c'est vrai que le partage, et puis le foot, ça réunit des gens de conditions différentes, d'origines différentes. C'est quelque part une célébration, un match de foot. Alors j'idéalise peut-être, mais je suis tellement emporté par des belles minutes que j'ai vécues en regardant des matchs de foot que vous avez bien c'est raison. Formidable. Quelques chiffres quand même pour nos téléspectateurs et aussi les plus jeunes, parce que c'est une époque quand même assez reculée, assez ancienne. 107 buts en 5 saisons, je parle de Nico Braun, entre 73 et 78. La première saison en 73-74, 28 réalisations. Et si on associe Curioni, donc l'autre composante des artilleurs, on arrive à ce total pour ces deux joueurs lors de leur passage à Metz de 166 buts. C'est énorme. Et puis quand je vois Nico Braun aujourd'hui, je me dis que la vie, c'est du transformisme aussi. Imaginez que c'était notre Jean-Pierre Rive du football à l'époque. Je vois encore sa crinière blonde mettre les balles et enfiler les ballons comme des perles. C'était quand même des périodes extraordinaires. On passe à votre moment marquant. Et alors là, grand écart temporel. Voilà, puisqu'on était au début et au cœur des années 70. Vous aviez envie de parler, Jean-Pierre, de cet enchaînement de 2 montées dont on se rappelle. 2012-2013 du National à la Ligue 2, 2013-2014 de la Ligue 2
à la Ligue 1. C'est un moment qui vous a marqué dans l'histoire. Oui, ben déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, ça correspondait aussi au début de ma présidence des ambassadeurs du FC Metz. Donc on a été très marqué par cette période-là. Et je voulais faire aussi un clin d'œil, puisque celui qui a été notre capitaine à l'époque, parce que sur 2 ans, ça a été une véritable opération commando. Je veux parler d'Albert Cartier, qui a des origines du 88 comme moi, je pense que vous le savez. Bien sûr. Et c'est vrai que pendant cette période-là, alors ce qui est formidable, c'est que dans ces périodes difficiles où je dirais qu'on a remplacé le feu sacré par l'union sacrée, parce que là, je me rappelle le président qui nous avait réunis ici avant qu'il y ait cette belle tribune côté sud, quelques jours après la descente, et qui, quelque part, dit il faut absolument, entre partenaires, joueurs, supporters, il faut absolument qu'on se serre les coudes et qu'on puisse rebondir. Et ce qu'a fait Metz à cette période-là, c'est extraordinaire, parce qu'à mon avis, je crois que Toulouse, il y a que Toulouse qui l'a fait, et il y a combien de clubs qui ne réussissent pas à enchaîner 2 accessions, et qui, quand ils descendent en national, ça ne s'arrête pas au national, ça descend encore plus bas. Bon, il y en a plein d'exemples ici dans la région. Hein. Dernier exemple en date, qui est très proche, très proche, mais je peux aussi parler de Dijon, puisque de temps en temps la moutarde me monte au nez. Donc, enfin, c'était quand même pas évident. Et à cette période-là, tout le monde a tiré dans le même sens. Ça a été une période humainement très riche. Et qu'est-ce qu'on a sorti comme pépite ? Puisque regardez Bounassar, regardez Sadio Mané, regardez... Sadio Mané est parti juste avant, et c'est ce qui a permis aussi de mettre de l'argent dans les caisses et de faire en sorte que le club survive aussi. Absolument, à ce moment parce que la réalité économique, Patrick, vous avez raison de le dire, elle était vraiment forte à ce moment-là, parce que, regardez, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui disparaissent à cause de l'aspect financier. Je parlais du côté insouciant du foot dans les années 70, vous voyez qu'on en est loin aujourd'hui. Et c'était effectivement pas gagné quand le club s'est enfoncé en national. Juste un petit chiffre là aussi, pour mettre les choses peut-être en perspective. Depuis cette montée du national à la Ligue 2, depuis cette date-là, eh bien, il y a eu 5 accessions. Donc sur les 10 dernières années, a fait qu'effectivement... oui, ça veut dire qu'on arrive toujours, on est devenus les spécialistes à remonter l'année qui suit. Est-ce que rebondir, c'est étroite, mais on monte. Est-ce que rebondir, c'est Grenat? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, mais je pense qu'il y a une forme de résilience, à l'image cette année aussi de quelqu'un. Moi, je pense que j'ai beaucoup apprécié le comportement cette saison du capitaine du FC Metz. Mathieu Hudol a été extraordinaire, c'est emblématique de cette équipe, puisque Mathieu Hudol, il est quand même passé par 3 ou 4 opérations des croisés, ce qui normalement pour le foot, du même genou, c'est extrêmement compliqué. Et il a su rebondir, et il a fait une année pleine. Il a fait même tous sa les meilleure matchs. saison. Et c'est sûrement sa meilleure saison. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez le capitaine, c'est aussi son savoir-être et ses prises de parole en dehors des matchs, quelqu'un de mesuré, de pondéré. Et franchement, on est fiers d'avoir un capitaine qui s'exprime comme ça, comparativement à d'autres clubs. Vous savez, c'est des fois difficile. Et lui, il a fait vraiment son métier sur le terrain et en dehors du terrain. Et l'exemplarité, pour moi, c'est quelque chose de très important. Jean-Pierre, vous me faites encore une offrande et vous me faites une passe décisive quasiment, puisque vous vouliez parler, pour terminer cette émission, d'un autre capitaine émérite, exemplaire dans l'histoire du club, l'immense Sylvain Castenduch. Plus précisément, à l'occasion de ce match, malheureusement de funeste mémoire, on va le dire comme ça, pour lui, Metz-Bordeaux en 2001, pour là aussi resituer. 5 minutes et 26 secondes de jeu très précisément. Dugarry décale Jérôme Bonicel qui centre. Et le pauvre Sylvain, il prend ce ballon pleine tête. Oui. Alors, en plus, je crois pour son dernier match, bien sûr. Je suis né un 19 et il me semble que c'était le 19 mai, parce que je suis toujours aussi un peu... On vérifiera aussi. Attaché, vous vérifierez. Et ce soir-là, dans le stade, il y a une émotion particulière déjà fin du match, parce qu'on sait que c'est le dernier match de Sylvain Castenduch. Je me rappelle aussi, si je me souviens bien, de Manolo, parce que Manolo aussi, quand je parlais de mon retour au FC Metz, mes enfants, que ce soit Fanny, David ou Geoffrey, qui ont le sang Grenat, ça j'ai réussi à leur passer ça, c'est peut-être la seule chose que j'ai réussi dans mon éducation. Et eux, ils étaient à l'époque l'ambiance, quoi. Avec Manolo, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le soir-là, tout était réuni. C'était un soir de fête, et voilà, à la 6e minute arrive ça. Et j'avoue que ça m'a marqué. Un acte manqué, vraiment. Oui, j'étais vraiment très inquiet, puis ce que je voulais souligner aussi, c'est que Sylvain Castenduch, puisqu'on parlait de capitaine emblématique, quand même quelqu'un qui a joué plus de 500 matchs et qui n'a jamais reçu un carton rouge. Ça, il faut le dire, c'est extrêmement rare. 14 saisons, 9 sélections en équipe de France, aucun carton rouge en étant libéraux. Est-ce que, alors, vous pourrez vous exprimer là-dessus, Jean-Pierre, et peut-être qu'on se quittera là-dessus. Est-ce que, c'est un mérite
Ou est-ce qu'un défenseur qui ne prend jamais de carton rouge, c'est un défaut? Non, je ne crois pas. Je crois que Sylvain Cassenjoch n'était pas forcément quelqu'un qui avait un physique très solide, je me rappelle, mais il avait toujours une intelligence de placement. Et je crois que c'est ce qui jouait beaucoup avec sa tête. Et moi, je me rappelle aussi de Beckenbauer qui arrivait à jouer sans regarder le ballon. Il fait partie de ces défenseurs qui ont une classe naturelle. Et je crois que c'était plus par cette qualité-là, le fait qu'il avait un bon placement. Et puis je pense que c'était un autre football à l'époque. C'était un autre football, mais il avait vraiment une intelligence dans le placement. Et puis surtout, je crois qu'il avait désir de bien faire. Il avait un état d'esprit comme ça. C'est quelqu'un qui a très bien rebondi après dans son activité professionnelle, puisqu'il a même été élu, je crois, adjoint au maire donc, de Jean-Marie Roche. Donc ça a été vraiment... moi, ce soir-là, il m'a vraiment marqué. Alors bien sûr, il y a eu des soirs de fête, il y a eu beaucoup de choses, mais je voulais aussi parler de l'importance du capitaine. Si vous me permettez, Patrick, aussi de parler de cette dernière saison. J'ai parlé du capitaine, je voulais parler aussi du staff, de l'entraîneur, parce que j'ai connu Laszlo Bologna à Nancy. On m'avait dit que c'était le spécialiste. C'était pas le même personnage à l'époque. Hein. Peut-être, mais comme Nico Braun tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que la chevelure de Nico n'est plus celle qu'elle était à l'époque, mais c'était le spécialiste du 0-0. Et nous terminons avec la meilleure attaque du championnat. Pour dire qu'il vaut mieux un bon exemple pour faire mentir les statistiques. Vous regardez aussi tout le staff autour de lui qui a fait un travail, le directeur sportif. Je crois aussi avec très peu de profondeur de banc, et puis ensuite il a osé des remplacements ou des repositionnements dans l'équipe. Ça a été l'année du culot. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que la chance, elle se provoque. Et c'est ce que j'ai envie de dire. On a eu le miracle à la 37e journée. Ça a derrière été une ambiance de folie parce que ça fait 25 ans qu'on n'avait pas vu ça à Metz dans les rues. Il faut remonter, je parle le fait qu'on ait battu au goal average. Cet élan populaire, c'est vrai qu'il était rare ces dernières années. Un élan populaire vraiment incroyable. Et ça, c'était magnifique. Et là, je dis que ça a un peu rallumé le feu en moi. Eh bien, écoutez, on a le brasier qui s'allume en vous écoutant et le feu qui est vif dans nos cœurs. Voilà, en écoutant votre passion. C'est comme ça les vieux volcans. Eh bien, magnifique. On va se quitter sur cette belle formule, Jean-Pierre. C'était vraiment très Patrick. plaisant de vous avoir parmi nous. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un prochain numéro de Mon Graouli à moi.